Passionnés de la mécanique moto, bienvenue sur ma chaîne Orthoméca. Nous allons donc poursuivre cette aventure qui consiste à démonter pièce par pièce ce moteur de Yamaha Diversion et si possible de comprendre l'utilité de chaque pièce et la manière dont elle fonctionne. Nous avons précédemment démonté la culasse, les arbres à cames, le bloc cylindre et nous voilà aujourd'hui pour une petite session qui consiste à démonter les pistons. Les pistons sont donc accouplés à la bielle par un axe qu'on appelle l'axe de piston. Avant de nous intéresser au mode de fonctionnement du piston ainsi qu'à ses différentes propriétés, en tout cas en grande généralité, nous allons tout d'abord procéder au démontage de celui-ci. Comme vous pouvez l'observer, en fait, la plupart des pistons ont déjà été démontés. En fait, ils ont déjà été tous démontés. Dans une séquence précédente que j'ai supprimée, car j'estimais qu'elle n'était pas bien conçue, j'avais procédé à la dépose des pistons et j'avais débuté avec la dépose du système d'embrayage. Malheureusement, je me suis rendu compte que ma vidéo n'était pas très claire et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de recommencer. Pour pouvoir déposer un piston de sa bielle, il faut pouvoir ôter son axe qui se trouve ici. Cet axe, il est flottant sur cette moto. Ça veut dire qu'il y a un certain jeu entre la bielle et l'axe et il faut donc pouvoir le retenir. La seule manière de le retenir, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un système de type circlip. Normalement, vous devriez pouvoir voir sur l'épaisseur de la paroi du piston une gorge, une gouttière dans laquelle peut s'insérer cet anneau. Et c'est cet anneau, par son épaisseur, par son diamètre, qui permet de retenir le piston. Alors, pour ma part, il y a une grande confusion dans l'étymologie de cette structure. Lorsque je regarde dans la littérature, on retrouve des anneaux, des circlips, des joncs, et j'ignore complètement quand on utilise telle dénomination ou telle autre dénomination. Par défaut, j'utiliserai la dénomination anneau pour cette structure. Pourquoi n'ai-je pas remis cet anneau dans sa gouttière? Tout simplement parce que j'ai eu beaucoup de mal à l'extraire et que je l'ai fait à la hussarde avec un petit tournevis. Je ne pense pas que ce soit la bonne technique, je ne la connais pas, je ne l'ai pas trouvée dans les livres et donc j'attendrai le prochain stage moteur aux ateliers Perrault pour vous informer comment on fait pour mettre et enlever cet anneau. Car si l'enlever n'a pas été évident, le mettre est encore une toute autre situation bien plus complexe et la tentative de remettre cet anneau a vidé mes surrénales. Donc, considérons que je viens d'enlever l'anneau de part et d'autre de l'axe du piston. Il y a un deuxième qui se trouve ici. Et nous allons donc procéder à la dépose de l'axe. Pour cela, j'utilise un chasse-goupille et au préalable, j'obstrue tous les orifices par où pourraient tomber les différentes pièces lors de l'extraction du piston. Il suffit donc de pousser l'axe qui permet de désolidariser le piston. La bielle avec l'anthrax de la bielle qui permet de laisser passer l'axe
du piston. Nous allons donc maintenant procéder à la description des différentes structures qui composent un piston. Tout d'abord, quelles sont les fonctions de base d'un piston? De permettre l'aspiration de la charge et donc du mélange air-carburant au cours de l'admission. En effet, quand le piston descend dans le cylindre, il y a une dépression qui permet de créer une aspiration. Elle permet l'expulsion des gaz brûlés. En effet, quand le piston remonte, les gaz sont expulsés par la soupape d'évacuation des gaz. Elle permet également de transmettre la pression des gaz brûlés par l'intermédiaire de la calotte à la bielle et de la bielle au vilebrequin. Elle permet l'étanchéité entre la chambre de combustion et le carter de vilebrequin pour empêcher les gaz de la combustion de passer le long du piston et d'aller se perdre dans le carter de vilebrequin. Cette étanchéité est assurée par 3 structures que l'on appelle les segments. Il n'y en a pas toujours 3. Dans certaines motos, il n'y a qu'un segment, dans d'autres, il n'y en a que 2. Dans cette moto-ci, nous en avons 3, ce qui est classique. Le piston doit résister aux énormes contraintes thermiques et mécaniques. Thermique lors de la combustion des gaz et mécanique lors de la poussée par les gaz du piston vers le bas pour actionner le vilebrequin, mais également du mouvement de jeu dans l'axe du piston, car en effet, il semblerait qu'il y ait un très léger mouvement, et ce très léger mouvement crée un basculement, et donc le piston doit être usiné de manière à limiter celui-ci. Le poids de ce piston doit être le plus léger possible, afin de diminuer l'inertie et d'augmenter le régime de rotation. On distingue 2 structures, ce qu'on appelle la tête du piston ou la calotte, et la jupe du piston qui naît en dessous du 3e segment. Ceci est donc la jupe du piston. La tête ou la calotte est composée de plusieurs parties. Sur ce piston, nous avons un méplat. Ce méplat se nomme le ciel. Nous avons 2 empreintes qui correspondent aux têtes des soupapes. Ces empreintes sont réalisées habituellement par fraisage et permettent d'éviter le contact entre la soupape et le piston. Il doit donc naturellement exister une zone de sécurité, une distance de sécurité au-delà de laquelle la soupape ne peut pas descendre, au risque d'une collision gravissime pour le fonctionnement du moteur. L'empreinte de la soupape d'admission est plus petite que la soupape d'évacuation des gaz. Ce ciel du piston peut prendre plusieurs formes, plate, concave, bombée. Nous ne rentrerons pas dans les détails, c'est de l'ingénierie et je n'ai pas les connaissances pour pouvoir m'aventurer dans ce type de discussion. Une partie très importante et souvent négligée du piston, c'est la face interne de la calotte. La face interne est constituée de renforts de rigidification. Donc ces renforts permettent la rigidification du piston pour mieux supporter les contraintes mécaniques et un nervurage plus ou moins profonde qui permettent d'augmenter la surface de dissémination de la chaleur, d'élimination de la chaleur. La température de la chambre de combustion atteint généralement 1000 degrés centigrades. Mais le front de flamme lors de la combustion peut aller jusqu'à 2000 voire 2500 degrés. La température de la calotte en elle-même
est de 250 à 370 degrés centigrades lors d'un moteur refroidi par air et de 200 à 300 degrés lors d'un moteur refroidi par liquide, que ce soit de l'eau ou de l'huile. La pression qui s'exerce sur la calotte ou sur la tête du piston pendant la combustion peut atteindre des valeurs au-delà de 70 bars. D'où l'intérêt d'avoir des renforts et une structure suffisamment solide pour résister à ces contraintes mécaniques. Mais attention, la contrainte mécanique n'est pas le seul écueil. Avec des températures aussi élevées, nous avons donc une dilatation et une déformation à tenir compte dans l'usinage des différentes structures, car bien évidemment, chaque fois qu'une structure, qu'un orifice, qu'une gorge est ajoutée, cela modifie la répartition de la chaleur et modifie donc la forme en fin de dilatation du piston. Nous avons signalé tout à l'heure que la partie du piston en dessous du troisième segment, que l'on appelle le segment racleur, s'appelle la jupe. La jupe du piston permet le guidage de celui-ci et donc de la bielle. En théorie, il n'y a jamais de contact, semblerait-il, entre la calotte et le cylindre, sauf au niveau des segments. Donc le diamètre de la calotte devrait être plus petit que le diamètre de la jupe. Jupe qui assure le guidage du piston. Si la jupe était cylindrique, à chaud, il y aurait une déformation asymétrique entre la partie supérieure et inférieure, car en effet la partie supérieure est soumise à des températures nettement plus élevées que la partie inférieure, et donc cela impose aux ingénieurs d'usiner une jupe conique, afin que la partie supérieure, en se dilatant, rattrape le retard par rapport à la partie inférieure, et donc, en fin de dilatation, la jupe doit être cylindrique. Nous avons l'axe. L'axe est la structure qui permet d'accoupler le piston à la bielle. C'est une structure très importante et vous pouvez imaginer les importantes contraintes qui s'exercent sur cet axe au cours du cycle moteur. Le dessin de la portée de l'axe, la portée, je pense que c'est la partie qui se trouve entre les deux supports de cet axe. Les supports de cet axe sont donc au niveau du piston. En voilà un et en voilà un deuxième. Et donc, lorsque je remets l'axe dans le piston, je pense que la portée, c'est ceci, ce qui se trouve entre les deux piliers qui permettent de supporter l'axe. Eh bien, il faut savoir que le dessin de la portée de l'axe du piston est essentiel, car c'est là que se concentre la majorité des contraintes. Nous verrons ultérieurement que la lubrification de l'axe de piston se fait dans ce cas-ci via des orifices qui ont été creusés à la profondeur de la gorge dans laquelle vient s'insérer le segment racleur. Reste à discuter des segments. Je les ai démontés d'un piston. Je n'évoquerai pas la manière dont je l'ai fait, car là également, je l'ai probablement fait à la hussarde, n'ayant pas l'instrumentation et la technique pour réaliser le geste correctement. Je l'apprendrai également au cours de mécanique. Il y a 3 segments. Le premier, on l'appelle le segment de feu. La rotation est permise dans sa gorge au sein du piston et il a pour objectif d'isoler la chambre de combustion du carter de Villebrequin. Néanmoins, des gaz peuvent passer par l'orifice qui se trouve ici en dessous. Ce deuxième segment ou segment intermédiaire joue le même rôle que le segment de feu
et est une sécurité permettant d'empêcher les quelques fuites de gaz passées par le segment de feu de s'échapper vers le carter de Vilebrequin. Il faut savoir qu'il y a des caractéristiques au niveau du profil de ces segments. Ils sont donc distinguables, ce ne sont pas les mêmes. Vient en fait ce fameux segment racleur. Son objectif est donc de racler l'huile le long de la paroi du cylindre. Ce segment racleur est composé de 3 parties. 2 fines lamelles en acier qui encadrent ce qu'on appelle un ressort expandeur. Donc le ressort est pris en sandwich entre les 2 fines lamelles et c'est par ce ressort expandeur que l'huile peut passer quand elle est raclée. Voici le piston sur lequel j'ai enlevé les segments et vous pouvez objectiver les orifices au fond de la gorge dans lequel vient s'insérer le segment racleur, orifice d'ajutage qui communique avec la face interne du piston et qui permet à l'huile de venir lubrifier et refroidir l'intérieur du piston. Ainsi s'achève cette petite séquence sur le piston. Nous allons dès à présent aborder dans une vidéo prochaine le système d'embrayage, structure complexe et très importante dans le mode de fonctionnement du moteur. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura peut-être appris quelque chose. Si une des affirmations vous a heurté, n'hésitez pas à faire un commentaire afin que nous puissions en profiter et nous corriger. À très bientôt!